Et salut à tous, Lior Shamla, développeur et formateur. On continue notre série sur les Web Components. Alors pour ceux qui arrivent par cette vidéo et qui n'ont pas vu le début de la playlist, n'hésitez pas à la rejoindre, elle est juste en dessus là, vous pouvez cliquer dessus et retrouver toutes les vidéos de cette playlist pour ne pas être largué quand vous regarderez cette vidéo. Pour les autres, on continue notre travail donc sur notre Web Component, sur notre élément HTML qu'on a créé nous-mêmes et qui s'appelle UserCard. Dans les vidéos précédentes, nous avons créé cet élément, nous l'avons vu naître sous nos yeux, il existe et il fonctionne sur notre navigateur. Nous avons aussi expliqué comment on pouvait rajouter des éléments à l'intérieur et rendre notre composant donc composable, hein, c'est le but du truc, grâce à la balise slot qui nous permet de projeter des éléments au sein de notre Web Component. Désormais, il est question d'API. Vous le savez, en effet, les éléments HTML possèdent une API qui permet, en fait, grâce à JavaScript, d'interagir avec ces éléments, de modifier ces éléments, de discuter avec eux. Et notre Web Component, pour l'instant, ne possède pas cette API, ne possède pas ces possibilités. Il s'agira donc, dans cette vidéo, de créer cette API qui manque à notre composant afin que l'on puisse discuter avec lui en JavaScript et que l'on puisse le modifier par le code. Pour les débutants qui ne comprendraient pas bien ce que j'entends par API, le but c'est qu'on puisse discuter avec un élément HTML via JavaScript. Et vous allez le voir, vous le faites tous les jours a priori. Imaginez ici que je crée une image. Sa source c'est avatars.io/twitter/liorc. Quand je sauvegarde, vous voyez que cette image, c'est celle-ci, celle qu'on retrouve ici, d'accord? Je vais lui donner un identifiant, que je vais appeler donc image, voilà. Et vous savez du coup que j'ai tout à fait le droit de dire document.querySelector et je veux sélectionner l'image, et qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, c'est cette fameuse balise image. Et vous savez aussi que j'ai tout à fait le droit, si je le souhaite, de dire voilà, je veux modifier l'attribut src de cette image via JavaScript, et normalement le navigateur devrait rafraîchir l'image pour qu'elle affiche la nouvelle image. Faisons-le tout de suite. Donc document.querySelector image.set attribute, je veux changer l'attribut src, et je veux lui donner une nouvelle valeur qui sera http://avatars.io/twitter/ par exemple Magali Pernin. Et quand je fais ça, le navigateur automatiquement va modifier l'affichage de l'image. Pourquoi? Parce que l'attribut src de l'image a changé, donc la source de l'image n'est plus la même, donc le navigateur réagit et affiche une image différente. Dans l'idéal, il faudrait qu'il en soit de même pour notre composant, c'est-à-dire notre user-card. Regardez, je vais supprimer ici cette image, puisqu'on n'en a plus besoin pour notre exemple, et je vais maintenant ici dire document.querySelector, je veux sélectionner mon élément qui s'appelle user-card. Ça fonctionne très bien, je peux sélectionner cet élément, il existe sur la page. Mais si je lui dis par exemple set attribute, et je voudrais changer le first name en Joe. Il n'y a aucun changement. Est-ce que même ça a marché? On n'en sait rien. Je vais regarder. A priori, ça aurait dû marcher. On voit bien ici, si vous le voyez, que mon user card, effectivement, son first name a changé à Joe. Mais en termes de rendu, il ne s'est rien passé de différent. Il va donc falloir faire en sorte que notre composant userCard puisse réagir à ces changements d'attributs, d'accord? Il faut que l'API JavaScript du DOM, quand on travaille avec, il faut que ça marche sur notre composant. Sinon, ça n'est pas un élément web, un élément HTML comme un autre, c'est un élément particulier qui ne fonctionne pas. Les éléments HTML doivent réagir au changement de leurs attributs. Donc commençons par mettre en place cette technique. Avant de faire quoi que ce soit, faisons un petit récap. Nous avons dans notre classe UserCardElement une fonction constructor qui est le constructeur qui sera appelé dès qu'on va construire, dès qu'on va créer un élément UserCard. Cet élément, comme il hérite de HTMLElement pour qu'il en ait toutes les propriétés, pour que vraiment ça soit comme un autre élément HTML, d'accord, il fasse partie de la famille des éléments HTML, nous appelons dans le constructeur la fonction super pour que toutes les fonctionnalités et les propriétés de HTMLElement soient disponibles dans UserCardElement. Ensuite, nous attachons un shadow DOM, vous savez, cette petite partie de DOM qui sera encapsulée dans notre composant et qui fera que rien n'en dépassera et rien n'en sortira. Ensuite, nous avons une fonction ici qui s'appelle connectedCallback qui sera appelée automatiquement par le navigateur au moment où il reconnaîtra dans le DOM l'ajout d'une balise user-card. Et ça, c'est très important. Dans cette fonction, ce qu'on y fait, c'est qu'on crée des variables, des constantes, first name, last name et avatar URL qui reflètent les attributs de l'élément dans le HTML. Et ça nous permet de
prendre les valeurs de ces attributs et de s'en servir ensuite au sein de notre petit Shadow DOM dans lequel on a du code HTML, du code CSS. Donc moi ce que je veux faire, c'est réorganiser cette classe, puisque je sais qu'on va avoir de plus en plus de code et il est temps de faire quelque chose d'un peu mieux foutu. Tout d'abord, tout ce qui est l'ajout du code HTML au sein du Shadow DOM, je n'ai pas besoin d'attendre que l'élément soit dans le DOM pour le faire, je peux dès la création de l'élément, mettre ce code à l'intérieur du Shadow DOM. Pour faire ça, je vais simplement déplacer cette partie du code en dessous, dans le constructeur, ici. Je vais simplement le remettre en place. Et on va voir aussi que les variables ici, avatar URL, first name et last name, n'existent pas à ce moment-là de l'exécution. Et donc, je dois les enlever, car elles ne seront plus utilisables telles quelles. Ce qu'on va faire aussi, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'on va aller ici transformer cette partie, la partie qui reflète les attributs. On ne veut plus que ce soit simplement des variables quelconques que l'on crée au sein de la fonction connectedCallback. On veut vraiment que ça devienne des propriétés de mon objet, c'est-à-dire que ça devienne des propriétés de l'objet qui soient disponibles dans toutes les fonctions et à tout moment. À ce moment-là, pour faire ça, j'ai juste à dire, c'est plus const first name, c'est this.firstname, this.lastname et this.avatar URL. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment des propriétés dans mon objet et ce sont plus des constantes qui ne sont disponibles que dans la fonction connectedCallback. Et quand je vais tout de suite après créer d'autres fonctions dans ma classe, j'aurai aussi accès à ces propriétés et ça, c'est très important. D'autre part, et je vous expliquerai après pourquoi, je vais modifier ici le nom, ça sera plus first name mais underscore first name, underscore last name et underscore avatar URL. Je fais ça parce que plus tard, vous verrez que si je ne le fais pas, on peut avoir des risques de boucle infinie, mais ça vient plus tard dans la vidéo, au moment où on parlera de l'API à proprement parler. Désormais, ce que j'ai envie de faire, parce que là vous l'avez vu, ça ne marche plus du tout, j'ai envie de créer une fonction qui soit capable de faire le rendu. Alors pourquoi ça ne marche plus? Tout simplement parce qu'ici, dans mon image, la source est vide, puisque je n'avais rien à y mettre à ce moment-là, et dans mon H2, le contenu est vide, puisque au moment de la construction, je n'ai pas ces données. C'est au moment du connectedCallback que je commence à avoir ces données, ici dans mes variables. Et donc, c'est après ce connectedCallback que je peux vraiment afficher une véritable image et un véritable H2. Pour faire ça, je vais créer ici une fonction que je vais appeler render. Alors je l'ai appelée render, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est juste une vieille habitude à cause de l'utilisation de React. Render, c'est la fonction qui est responsable du rendu visuel de notre composant. Mais vous pouvez très bien l'appeler display ou peu importe le nom que vous voulez lui donner. Ce que j'ai envie de faire dans cette fonction render, c'est de discuter avec mon Shadow DOM, donc mon Shadow Root, cette petite partie de document qui est cachée et qui contient mon code HTML ici. J'ai envie de discuter avec pour interagir avec l'image et le H2 afin de leur donner les véritables valeurs qu'ils doivent récupérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire this.shadowRoot, et vous savez que votre ShadowRoot, ce petit Shadow DOM, ce morceau caché du document, c'est un DOM en lui-même. Donc il possède les méthodes du DOM, comme document.getElementById ou querySelector. Donc moi je vais faire ici un querySelector, et je vais sélectionner l'image. Et je vais lui dire, tu sais quoi, ta source, d'accord, ta src, ça va être égal à this.avatar URL, qui est une variable que j'ai créée juste en dessus au moment de la connexion du callback. Et je vais lui dire pareil pour le H2, je vais dire this.shadowRoot.querySelector et je vais sélectionner ton H2 et tu vas mettre dedans, dans le contenu textuel, tu vas mettre this.firstName plus, et je vais concaténer avec un espace et this.lastName. Alors là, quand je sauvegarde, évidemment, il ne se passe rien parce qu'il faut que, au moment de la connexion, au moment où l'élément est vraiment ajouté dans le DOM, on va appeler notre fonction render. Quand je sauvegarde, là on a effectivement notre composant qui remarche correctement. Pourquoi? Parce que au moment où il a été ajouté au DOM, c'est le connectedCallback qui est appelé, je récupère les valeurs des attributs dans mes variables d'instance, dans mes propriétés de mon objet, et j'appelle render. Et render, tout ce qu'il fait, c'est tout simplement discuter avec ma partie de code ici, pour lui donner les bonnes valeurs pour l'image et pour le H2. Facile. Alors tout ça, ça n'était que le rangement de ma classe. Là, je n'ai rien fait de nouveau, j'ai juste rangé un peu ma classe pour qu'elle soit un peu plus propre. Passons maintenant à la
proprement parler à la partie API. Il faut que lorsque je modifie via JavaScript de façon programmatique les attributs de mon élément UserCard, ce soit reflété au niveau de l'affichage et au niveau du comportement de mon composant, de mon élément. Alors ça se fait très facilement via une fonction qui fait partie de la spécification Custom Element. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à l'utiliser. Elle s'appelle Attribute Change Callback. C'est-à-dire le callback qui est appelé à chaque fois qu'un attribut a changé. Cette fonction, elle est appelée donc automatiquement par le navigateur quand un attribut change. Elle reçoit en paramètre le nom de l'attribut, l'ancienne valeur de l'attribut, donc je vais l'appeler oldVal, et la nouvelle valeur de l'attribut. Et oui, puisqu'il s'agit d'un changement de valeur d'un attribut sur cet élément. Donc on reçoit toutes les informations. Ce que je vais faire ici, je vais juste commencer par faire un console.log de name, et vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Si ici je viens et je dis document.querySelector et je veux parler à ma UserCard, d'accord, et je veux lui changer son attribut firstName et le faire devenir Joe. Normalement, si je tape Entrée, vous devriez voir dans la console, vous devriez voir firstName, puisque c'est le nom, le name ici, de l'attribut que je veux changer. Testons. Je ne vois rien, absolument rien. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est parce que Chrome ne peut pas surveiller tous les attributs. Il nous demande à nous de lui dire quels sont les attributs qu'il doit surveiller et auxquels il doit réagir s'il y a un changement. Ça se fait par une fonction, elle aussi, qui fait partie de la spécification des Custom Elements, qui est statique, donc ça veut dire que c'est une fonction de la classe et non pas de l'instance, c'est la classe UserCardElement qui a cette fonction, et c'est un getter sur observed attributes. Et qu'est-ce que ça fait cette fonction? En fait, Chrome va appeler cette fonction pour savoir quels sont les attributs que tu veux que je surveille, cher développeur, et quels sont les attributs donc pour lesquels tu veux que je réagisse quand il y a un changement. Cette fonction, elle doit simplement retourner une liste de chaînes de caractères qui sont le nom des attributs à surveiller. Et bien moi, j'ai envie, Chrome, que tu surveilles l'attribut firstName. S'il change, je veux que tu réagisses. Je veux que tu surveilles aussi l'attribut lastName. S'il change, je veux que tu réagisses. Et pareil pour l'avatar-URL. À partir de ce moment-là, et vous le voyez ici dans ma console, ça a bougé. Quand Chrome crée un élément UserCard, il sait qu'il doit surveiller le changement de valeur sur ces trois attributs. Et lorsque ça arrive, lorsque ces attributs changent de valeur, alors on appelle la fonction attribute change callback. Ça se fait automatiquement en lui passant le nom de l'attribut qui a changé, son ancienne valeur et sa nouvelle valeur. Et nous ici, on voit bien que dès la création, comme l'attribut a changé, quelque part il a changé de néant à quelque chose, le firstName, le lastName et l'avatar URL sont bien passés par attribute changed callback. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de dire, c'est très simple, quand un attribut change, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement donner à ma classe, à mon objet, les bonnes valeurs. Donc si par exemple c'est l'attribut firstName qui change, on voudra que this underscore firstName change, et ensuite on voudra rappeler le rendu. D'accord? Alors faisons ça tout de suite. On va faire ici un petit if. Si le name c'est firstName, donc si l'attribut qui vient de changer s'appelle firstName, alors je veux dire que this firstName doit être égal à la nouvelle valeur, je l'ai appelé newval, c'est la nouvelle valeur de l'attribut, celle qu'il a reçue à l'instant. Sinon, si le nom de l'attribut qui a changé c'est lastName, eh bien je veux faire tout simplement this.lastName est égal à newval. Et enfin, else, de toute façon on n'a que 3 attributs, mais je pourrais continuer comme ça. Si le nom c'est avatar URL, this.avatar URL doit être égal à la newval aussi. Alors là c'est super parce que ça veut dire que nos propriétés firstName, lastName, avatar URL correspondent et reflètent les changements qu'il y a sur nos attributs. Mais le problème c'est que ça ne se verra pas encore dans le rendu. Il faut pour ça que j'appelle à chaque fois qu'un attribut change la fonction render qui elle s'occupe tout simplement de discuter avec les éléments qu'il y a dans mon composant pour leur dire attends, l'avatar URL a changé, donc l'image doit changer, donc img.src c'est avatar URL. Eh bien faisons un test immédiatement. Imaginons que je récupère mon UserCard et que je lui dise je change la valeur de l'attribut firstName à Joe. Que va-t-il se passer? Ça fonctionne. Non seulement l'attribut a changé dans mon élément, regardez si je vais l'inspecter on va le retrouver, on va le voir, hop, il est ici. Vous le voyez, Joe, mais surtout l'affichage a changé ici et c'est devenu Joe Shamla. Ça devrait fonctionner aussi pour le lastName. Si je dis lastName Joe, pareil, il s'appelle
Joe, Joe. Et ça marchera évidemment de la même façon pour l'avatar URL. Et ça c'est super cool parce que ça veut dire que maintenant notre objet, notre élément HTML n'est plus simplement codable en dur dans notre fichier HTML, on peut aussi interagir avec en JavaScript. Et ça c'est essentiel pour que notre élément soit vraiment un élément comme les autres. Alors il y a encore un dernier truc qu'on veut faire. Là, notre API, elle commence à être pas mal. Notre composant reflète les changements sur les attributs. Mais malheureusement, il ne fonctionne pas encore comme vraiment tous les éléments HTML. Faisons un exemple ici très simple. Imaginez ici que j'utilise une image. Je vais créer ici une IMG dont la SRC sera toujours ce fameux avatars.io/twitter/liorc. Donnons-lui un identifiant qui sera image. Et sauvegardons, on voit donc cette image apparaître ici. Je peux tout à fait, regardez, dire document.querySelector dièse image pour dire que je veux l'élément qui a l'identifiant image sur ma page. Et j'ai pas simplement le droit de lui dire set attribute src, je peux aussi lui dire .src. Alors ça c'est particulier, ce n'est pas que je veux changer la valeur de ton attribut, c'est que je veux accéder à ta propriété src. Et je veux la changer en https toujours pareil, avatars.io/twitter/Magali Pernin, hop, hop, et vous voyez que ça a marché. Pourtant, je n'ai pas appelé set attribute ou autre chose, j'ai vraiment appelé .src. Est-ce que sur notre élément userCard, on pourrait dire, par exemple, document.querySelector, je veux sélectionner ma userCard, et j'aimerais bien pouvoir dire .firstName égale Joe. Et ça serait super que là, ça change en Joe tout simplement et que tout se passe correctement. Alors, on va voir comment on peut faire ça. Mais pour ce faire, il va falloir créer ce qu'on appelle des getters et des setters. Donc je me retrouve maintenant dans ma classe, et dans ma classe, je vais me placer tout en haut, parce que c'est souvent là qu'on va placer les getters et les setters, d'accord? Les getters et les setters, c'est des façons d'accéder à des propriétés de ma classe. Alors moi, j'aimerais bien que, quand quelqu'un dit par exemple, mon élément userCard.firstName, ça change vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit pris en compte, que l'attribut firstName change et que l'affichage change aussi. Donc pour faire ça, on va utiliser setFirstName, qui va recevoir une value. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, setFirstName, c'est la fonction qui sera appelée quand je vais dire mon élément.firstName égale quelque chose. Je vais vous montrer tout de suite. Disons que je reçoive une valeur, j'ai envie que, tout comme dans une image, quand j'appelle .src, l'attribut src change et l'affichage change. Là, j'ai aussi envie que l'attribut firstName change et donc que l'affichage change. Donc je vais dire this.setAttribute firstName et je vais lui donner sa nouvelle valeur. Et je n'ai besoin de rien de plus parce que quand je vais donner un nouvel attribut, une nouvelle valeur à l'attribut firstName de mon élément, j'ai ici mon callback qui va me permettre de tout mettre en place pour que ça change bien au niveau de l'affichage, etc. Donc pas de problème là-dessus. Faisons un petit test. Document.querySelector userCard.firstName égale Joe. Donc si vous n'avez pas compris, c'est vraiment quand je dis .firstName égale Joe, ce que fait JavaScript en réalité, c'est qu'il appelle la fonction setFirstName en lui passant Joe ici. D'accord? Quand j'appuie, je vois bien que ici ça a changé et je peux même voir que au niveau de mon élément HTML ici là, hop, le firstName a bien changé à Joe. Donc ça c'est parfait, on est vraiment en train de doter notre composant d'une véritable API qui nous permet de travailler avec. Je vais faire exactement la même chose pour le getFirstName qui sera tout simplement un return de this.firstName, de qu'est-ce qu'il y a dans ma variable thisFirstName. Alors n'oublions pas ici les parenthèses, et regardez ici, non seulement je peux changer le firstName en disant firstName égale Joe, mais je peux aussi demander au fait qu'est-ce que c'est le firstName, et là il me dit c'est Joe. Donc ça me permet non seulement de changer, mais aussi de lire. Donc quand j'aurai besoin de lire des informations à partir de mon userCard, sous la forme d'une variable en JavaScript, je pourrai le faire grâce à ces nouvelles fonctions. Je vais simplement dupliquer ce code 3 fois, 1, 2, hop, et changer ici firstName en lastName, et ici firstName en avatar URL. Et je vais bien évidemment ici changer, ici c'est lastName, et ici c'est avatar URL. Et désormais, j'ai une API qui me permet de dire par exemple const userCard, c'est égal à document.querySelector de mon userCard.
Et maintenant si je regarde userCard, c'est une variable qui contient mon élément userCard. Et si je dis, ben, quel est le prénom? Il me dit Lior. Si je dis, le prénom maintenant doit changer à Joe, ça change bien à Joe. Et j'ai même le droit de dire const username, par exemple. Je vais créer une variable ici, username, qui sera égale à usercard.firstname plus un espace plus usercard.lastname. Qu'est-ce que je vais avoir du coup dans ma variable username? Bah tout simplement Joe Chamla, hein, le first name et le last name de mon composant. Et voilà, grâce à différents callbacks qui nous sont proposés directement par l'API, par la spécification des custom elements, on a pu vraiment créer une véritable API sur notre élément personnalisé. C'est-à-dire que désormais, c'est plus juste un paria qu'on utilise comme ci, comme ça, c'est un véritable élément HTML qui sait répondre aux changements de valeur sur les attributs grâce aux deux fonctions que sont Observed Attributes qui permet à Chrome de savoir quels sont les attributs à surveiller, et à la fonction Attribute Change Callback qui permet de donner une réaction au changement de valeur d'un attribut, mais aussi grâce à nos getters et nos setters, ces fameux getFirstName et setFirstName qui nous permettent de discuter directement avec notre objet en JavaScript de façon tout à fait fluide. Et ça c'est très important pour que notre élément HTML ne soit pas juste une bizarrerie mais un véritable élément HTML. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment créer une API sur son web component vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune autre vidéo, que ce soit dans cette fameuse série sur les web components ou sur un autre sujet. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et surtout ça fera avancer la chaîne. Si vous avez n'importe quelle question ou suggestion, mettez-la en commentaire, je vous promets de le regarder le plus souvent possible. Et jusqu'à la prochaine vidéo, développez-vous bien.